d'abord les nations colonisatrices dans le monde. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, 8 nations possédaient un empire colonial. Il s'agissait de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et également le Danemark. En dehors de l'Europe, 2 grands pays possédaient également des colonies. Il s'agissait des États-Unis d'Amérique du Nord et du Japon. Avant 1914, l'Allemagne possédait un empire colonial, de même que la Russie, mais vous savez que celui de l'Allemagne fut partagé entre les Alliés, et puis la Russie, du fait de sa mutation politique, a transformé ses colonies en républiques membres de l'URSS. En fait, l'expansion politique d'un peuple sur un même continent, comme par exemple les Américains vers l'ouest, ou les Australiens vers le centre, ou les Sud-Africains vers le nord, n'est pas considérée comme une entreprise coloniale. Pour qu'il y ait colonisation, il faut, en plus de l'idée de mise en valeur d'un pays, il faut qu'il y ait une entreprise, une action outre-mer. Ainsi n'a-t-on jamais parlé, par exemple, d'entreprise coloniale pour les conquêtes mongoles, turques ou chinoises. En résumé, l'usage réserve le terme de colonisation aux entreprises des nations occidentales, ou tout au moins sur le plan économique, de type occidental. Et la colonisation signifie pour le peuple colonisé que son sort est entièrement lié à la nation colonisatrice sur le plan politique comme sur le plan économique. On voit ici le grand Durbar de 1911 au cours duquel George V fut couronné empereur des Indes. Le roi d'Angleterre apparaît sur le trône du Grand Moghol et c'est à ce moment qu'on peut peut-être placer le point culminant de l'ère coloniale. Dans la plupart des pays colonisés, les colons sont venus découvrir des richesses ou les mettre en valeur. Ces ressources ont toujours été exploitées pour l'essentiel par la main-d'œuvre indigène au profit du pays colonisateur et dans le cadre de son économie propre. Effort considérable qui a abouti à transformer complètement les pays colonisés. Si certains d'entre eux sont encore sous-développés par rapport aux pays colonisateurs, du moins leurs dirigeants disposent-ils des instruments qui permettront le développement économique futur, grands travaux, moyens de communication, infrastructures industrielles. L'héritage colonial sur le plan économique est assurément positif. Ainsi, les sociétés locales, qu'elles fussent primitives ou évoluées, se sont rapidement transformées du fait de cette mainmise économique et politique des nations colonisatrices occidentales. La conséquence de cette pénétration des pays d'outre-mer fut double. Tandis que la plupart des anciens dirigeants indigènes regrettaient le temps de l'indépendance, les nouvelles élites occidentalisées, plus ou moins exclues de la gestion des affaires, jalousaient les maîtres du jour et rêvaient de les supplanter après une association de plus en plus étroite au pouvoir. Un sentiment nouveau, formé d'un mélange de xénophobie et de frustration, apparaît dans le monde colonial. Il est né avec un siècle de retard par rapport à l'Europe, c'est le nationalisme. D'autres facteurs de propagation des nationalismes indigènes sont intervenus, également importés d'Europe. Ce sont les principes du christianisme, de la Révolution française et du libéralisme anglo-saxon. La dénonciation marxiste de l'impérialisme est venue plus récemment fournir un nouvel argument aux propagandistes nationalistes. Les guerres européennes ont profondément contribué à affaiblir les empires coloniaux.
Les grandes nations colonisatrices ne semblèrent que fort peu affectées par la Première Guerre, alors qu'en fait, et très profondément, leur puissance propre se trouvait affaiblie par suite du contrôle de l'économie mondiale par les États-Unis et de l'anticolonialisme absolu qu'affichait le nouvel État russe. La création de la SDN, où tous les États du monde entrent sur un pied d'égalité, quel que soit leur niveau de civilisation, rend les expéditions coloniales plus difficiles et compromet la reconnaissance internationale de leurs résultats. On souhaitait organiser une sorte de parlement mondial, mais l'Assemblée de Genève ne fut guère efficace. Du moins, contribua-t-elle à répandre l'idée qu'il existait une instance supérieure à laquelle les peuples colonisés pouvaient recourir au nom des grandes idées de liberté et d'égalité. La Seconde Guerre mondiale entraîna la disparition des empires coloniaux d'une manière beaucoup plus immédiate et spectaculaire. La raison de ce phénomène rapide et irréversible est due en grande partie au fait que les peuples colonisés ont été mêlés directement à la guerre qui s'est étendue véritablement au monde entier. Par ailleurs, les victoires japonaises ont infligé aux nations occidentales d'éclatantes pertes de prestige. Un autre facteur de disparition des empires coloniaux est d'ordre psychologique. C'est l'action anticolonialiste des deux grandes puissances qui ont gagné la guerre au cœur de l'Europe, les États-Unis et l'URSS. Ces idéologies s'expriment au sein de l'Organisation des Nations Unies avec encore plus de virulence qu'autrefois à la SDN et qui siège non plus à Genève, mais à New York. Le nationalisme se développant rapidement dans les pays encore soumis à l'autorité des nations de race blanche pose à celles-ci des problèmes de plus en plus difficiles. Les grands idéaux au nom desquels les Alliés ont combattu n'ont pas manqué d'éveiller de vastes échos dans la conscience des élites indigènes. Celles-ci s'attachent solidement aux raisons qu'ont invoquées les Occidentaux pour justifier leur propre cause. Les peuples soumis se lèvent les uns après les autres pour une sorte de croisade sous des bannières de la liberté des peuples, des principes démocratiques, des idées antiracistes, etc. En outre, ils n'éprouvent aucune difficulté à puiser dans l'arsenal de propagande que leur offrent concurremment américains et soviétiques. Du point de vue tactique, les peuples colonisés apprécient fort les avantages que leur procure du côté américain le chantage au danger communiste. Le coup de semonce dans ce domaine ayant été le renversement du régime pro-américain de Chiang Kai-shek par les communistes chinois, renversement intervenu en 1949. Parallèlement, telles actions menées par certains pays colonisateurs viennent indirectement en aide aux pays placés sous d'autres dominations. Par exemple, la Ligue arabe suscitée au lendemain de la guerre par les Anglais est à l'origine du groupe afro-asiatique qui ne cesse de s'affirmer à l'ONU. Les résultats ainsi acquis amènent les chefs nationalistes à créer leurs propres organismes internationaux de contact. Par exemple, en 1955, la fameuse conférence de Bandung qui fut d'une incontestable portée. Elle fut suivie par une autre conférence au moins aussi importante au Caire. Le meilleur exemple de refus radical est celui du Portugal, qui déclare que ses territoires d'outre-mer sont dans la même situation que les provinces de la métropole et qu'on ne peut les en séparer sous peine d'attenter à l'intégrité du territoire national. Le gouvernement de Lisbonne ne manque d'ailleurs pas de proclamer que cette entreprise n'est envisagée que par des meneurs à la solde du communisme international. Malgré cela, l'Inde portugaise a changé de main et l'Angola a été le siège de troupes déjà sérieux. L'assimilation effective à la métropole est une autre solution à laquelle les peuples conquérants ont eu souvent recours. Néanmoins, tous n'ont pas accepté la solution d'égalité totale qu'elle implique entre anciens colonisateurs et anciens colonisés. C'est le refus de cette conséquence qui fait la faiblesse de la position espagnole ou portugaise. Si l'Espagne considère comme province métropolitaine le Rio de Janeiro ou la Guinée, ces territoires ne sont pas autre chose que des colonies. Désormais, le monde ne retentit plus seulement d'appel à l'émancipation, mais subit la dénonciation toujours renouvelée de colonialisme.